Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. On se retrouve pour la vidéo numéro 6 des bilans de culture. Je pense que ce sera l'avant-dernière. On va essayer de terminer avant la fin de l'année. Et pour cette vidéo, on va parler tomates, aubergines, poivrons et concombres. Les légumes du soleil, donc légumes chauds d'été sous serre. Et on commence donc directement avec la tomate. Pour la tomate, je commence comme de nombreuses espèces de l'exploitation, la simplification. Et oui, c'est toujours le même débat, comment simplifier pour optimiser les coûts, optimiser l'espace. La simplification, ça commence par le nombre de variétés qu'on va choisir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a eu tendance à toujours réduire le nombre d'espèces, au moins le nombre de sous-espèces de tomates, de couleurs, etc. Aujourd'hui, on se concentre clairement sur de la ronde rouge parce que, comme pour plein de légumes, voilà, la ronde rouge, c'est ce qui se vend le plus. Et dès qu'on fait des petites choses à côté, on a fait de la tomate ananas, de la tomate jaune, enfin, il y a eu plusieurs choses à l'époque. Je crois qu'ils ont dû faire la noire de Crimée, des choses comme ça. Enfin, voilà. En tomate, il y a des dizaines et des dizaines de variétés possibles, de couleurs possibles. On peut vraiment on peut s'amuser. Mais bon, quand on s'amuse, souvent, c'est pas là qu'on est le plus rentable. Et notre métier, on le pratique par passion, mais avant tout pour essayer d'aller vers la rentabilité. Et donc, dans cet objectif-là, nous, on se concentre sur la tomate ronde rouge. Et donc, je vais parler de tomates et tomates cerises aujourd'hui. En tomate cerise, on fait quand même un peu de jaune. Parce qu'après, la tomate cerise, c'est un peu différent. Parce qu'on peut mixer, c'est la tomate apéro. Donc, c'est quelque chose qui se porte bien à la diversification. Tandis que la tomate classique, franchement, même les cœurs de bœuf, certes c'est recherché, on en faisait toujours un peu, ou une fausse cœur de bœuf, quoi, mais clairement, il n'y a pas grand chose à gagner à diversifier comme ça, diversifier autant. Donc la ronde rouge, il faut d'abord bien la faire avant d'essayer de faire autre chose. Et donc pour l'année prochaine, cette année on était du coup en Maestria, comme je l'avais dit, Maestria, une ronde rouge F1, donc hybride, avec une bonne capacité de rendement et aussi une très bonne capacité, enfin de très bons critères gustatifs. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette variété-là. Il y a toujours plus productif, mais clairement c'est un des meilleurs compromis pour moi en termes de gustatif et de rendement. L'année prochaine, on va changer un petit peu pour des raisons de précocité principalement. Je vais réintégrer une variété qu'on avait utilisée longuement qui est la Paola. Paola, normalement, beaucoup connaissent, c'est une ronde rouge aussi, un peu plus petite, mais qui a l'avantage d'être un peu plus précoce. Et ça me permettra aussi de diversifier par rapport à la maestria au niveau des problèmes de cladosporiose que j'ai eu, problèmes fongiques. Donc à voir si elle sera plus ou moins résistante. Et également, je vais intégrer une troisième variété de tomates rondes rouges dont je n'ai plus le nom à l'instant. Donc quand je ferai le montage, j'essaierai de vous mettre en bas. De vous écrire ce que c'est la troisième variété, surtout que je vais essayer aussi, on m'a dit que c'était pas mal en termes gustatifs aussi, donc voilà, ça reste comme d'habitude le premier critère. Donc vous allez me dire, je diversifie les variétés en tomates, oui, mais en tomates rondes rouges, parce que l'objectif c'est de pouvoir tout cueillir en même temps. Donc parce que le problème, dès qu'on qu'on met des couleurs par exemple, et ben ça demande une logistique différente. Faut déjà, dès le moment où on fait la commande, on va réfléchir combien il faut de caisses de tomates rouges, combien il faut de caisses de tomates jaunes. Tandis que là, on va partir sur un nombre de tomates rouges, nombre de caisses de tomates rouges qu'on aura besoin par exemple pour la journée. Et donc, on ira cueillir de la tomate rouge, que ce soit de la Paola, de la Maestria ou l'autre variété, peu importe, on fera en fonction de la maturité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir trois variétés bien gustatives. Après, voilà, il y aura très peu de différence
entre ces trois variétés-là. Pour la tomate cerise, cette année, du coup, on était sur deux variétés. La jaune, c'était de la Mini Lou. Et la rouge, c'était de la Mini Lou, pardon. Et la jaune, c'était de la Starlore. Donc, deux variétés très productives aussi. Mais là, je vais changer. Je vais, par contre, me diversifier un peu plus sur la tomate cerise. Et parce que j'ai goûté quelques tomates cerises cet été d'un semencier et qui était vraiment super. Et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas, des barquettes avec des mélanges de couleurs. Il y a moyen de faire des choses bien. Et donc pour le coup, l'année prochaine, je vais partir sur 4 variétés différentes. Il y aura une rouge rosée en fait, qui s'appelle la Sun Peach, qui est très sucrée. Donc celle-là, elle va fortement plaire, notamment aux enfants. Donc vraiment en tomate apéro, je trouve que ça se présente super bien. Et puis elle est jolie. Ensuite, on aura une tomate cerise orange, la date orange. Une tomate cerise jaune et noire, qui commence par jaune et puis ensuite avec la maturité propose un peu de noir, une couleur un peu noire sur une de ses faces. Et celle-là, je n'ai plus le nom aussi, j'essaierai de le retrouver. Et enfin, une allongée. Ça, j'avais jamais fait, mais j'ai vu ça cette année dans des étals. La tomate cerise allongée rouge, franchement, c'est super. Et surtout, le gros problème que nous on avait avec la Mini Lou, c'était que elle était très productive, mais elle éclatait fort. Elle éclatait assez rapidement. Donc, fallait pas être en retard sur la cueillette, sinon elle finissait éclatée. Et donc ça, c'est pas très beau. Et en termes de calibre, en plus, c'était pas exceptionnel. Tandis que là, sur des allongés, généralement, on a des meilleurs calibres. Et apparemment, la référence de cette variété, c'est de la Duel de chez Syngenta. Donc, on essaiera cette variété-là. Mais je pense qu'il y a des trucs sympas à faire à ce niveau. Donc, nous, on ne produit pas nos plants de tomates, on les achète. Donc, j'achète principalement mes plants de tomates à un producteur de l'Ouest, Brillant, qui est fort connu dans le domaine maraîcher, des plants de qualité. Et tomates, on peut acheter différents plants, une même variété, on peut l'acheter soit en plant franc, soit en plant greffé, c'est-à-dire ils le greffent avec une autre espèce qui va permettre de lui donner des propriétés, de meilleures propriétés, avec une meilleure vigueur par exemple, d'allonger la période de production. Voilà, c'est vraiment essayer d'aller la greffe, c'est essayer d'aller chercher les qualités d'une autre espèce pour l'intégrer sur cette espèce-là. C'est purement en fait, c'est génétique en fait. La greffe va donner un peu les gènes caractéristiques de l'autre espèce qui vont permettre du coup d'améliorer voilà, sa productivité ou d'autres critères d'ailleurs. Et plan franc du coup, c'est quand il n'y a pas de greffage. C'est la semence qui a donné sa plantule, tiens, voilà, il n'y a rien qui est fait. Et ensuite, uniquement en greffé, on peut faire le choix d'acheter du plant en 2 têtes. Donc, quand vous laissez partir une graine, vous avez uniquement une plante avec une tige. Et en fait, eux, quand ils font du 2 têtes, ils font partir directement une deuxième tige qui va permettre ensuite, en fait, avec un seul plant, on plante une fois et on a c'est comme si on avait 2 plantes en fait. Donc un plant 2 têtes vaut 2 plants, une tête de plant franc. Alors, à ce niveau-là, il y a des différences. Quelles sont les différences? Il y a des différences potentiellement de précocité que je n'ai pas encore vérifiées. Certains disent qu'il n'y a pas de différence, certains disent qu'il y a une différence. Certains pensent qu'un plant franc va donner plus vite des fruits qu'un plant en 2 têtes. Qu'un plant en une tête va donner plus vite des fruits qu'un plant en 2 têtes. J'ai pas la source sûre à ce niveau-là, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et pareil, certains vont dire qu'un plant franc va produire plus rapidement qu'un plant greffé. Et d'autres vont dire tout l'inverse. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il que cette année, un des objectifs majeurs que j'ai pour l'année prochaine, là, c'est d'essayer de gagner un peu en précocité. Parce qu'on voit cette année, on est arrivé quand même assez tard.
Bon, la campagne s'est pas trop mal passée, mais je veux dire, on est quand même arrivé assez tard, en plus des conditions climatiques assez froides et peu lumineuses. J'ai trouvé qu'on arrivait quand même un peu en retard en production. Et donc, j'ai envie d'essayer de travailler là-dessus. Donc, il y avait plusieurs pistes pour ça. Il y avait le paillage, mais ça, on va en reparler après. Il y avait le greffage ou non, du plan franc ou non, euh, enfin ouais, le greffage, donc du plan franc, ou alors du plan une tête ou du plan deux têtes. Il y avait ces possibilités-là. Et après, la variété. Il y a des variétés qui sont plus ou moins précoces, donc il fallait aussi travailler sur ce sujet-là. Mais voilà, à ce niveau-là, moi, comme je dis toujours, je préfère prioriser sur le goût. Et normalement, ici, avec la Paola, on devrait peut-être gagner quelques jours, voire peut-être une semaine. Donc ça, c'était la première partie sur le choix variétal. Au niveau des dates de plantation, nous, on fait toujours une première plantation en semaine 14. Donc, semaine 14, ça a toujours été. Pourquoi 14? Alors, il y en a dans le secteur, dans le nord, qui commencent à planter à partir de semaine 12. Donc, je parle pour des tunnels froids, tunnels non chauffés. À partir de semaine 12. Et après, ça va généralement aller 14 jusqu'à 15-16 pour les premières plantations. Et il se trouve que je pouvais aussi agir sur ce levier-là, de me dire, allez, je vais planter en semaine 12. Sauf que de ce que disent les semenciers ou les pépiniéristes, entre une semaine 12 et une semaine 14, il y a 2 semaines à dire, sur une période qui est souvent assez froide chez nous. Donc au final, au niveau de la production, c'est peut-être 1, 2, 3 jours de différence de production. Donc clairement, c'est pas un levier à utiliser pour moi dans la mesure où entre semaine 12 et semaine 14, le risque est quand même assez élevé de perdre sa production, tout simplement à cause du froid. Parce qu'à cette époque-là, avant semaine 14, on peut quand même encore avoir des belles gelées et qui soit vont tuer la production, soit vont nous donner plus de boulot parce qu'on va devoir mettre des P17, etc., couvrir ou chauffer la serre avec des systèmes D pour sauver les plants. Mais toujours est-il qu'en semaine 14, on n'est pas non plus complètement safe, puisqu'on a déjà des fois des petits coups de stress, mais c'est quand même relativement rare, et puis ça reste faible, c'est des petites gelées à -1, -2, allez, -3 max, avec la serre, on peut descendre à 0, 0, 1, donc voilà, faut faire attention, il y a peut-être des petits moments où on fait gaffe, mais voilà. En tout cas pour moi, la semaine 14, je pense que je ne changerai pas ça. Et ensuite, on a une deuxième semaine, c'est la semaine 17, où on reçoit tous les plants chauds, aubergines, concombres, poivrons. Et je fais venir aussi les tomates, mais pas là, pour le coup, pas en plan classique comme à la semaine 14. Je les achète en bouchons. C'est des petits bouchons avec une plantule de tomates en fait. Et ça me permet en fait de. Parce que si je reçois des plants en semaine 17, entre la semaine 14 et la semaine 17, en production, je vais avoir très peu de différence. Donc ça me permet d'étaler un peu plus, de prendre des bouchons, surtout ça coûte beaucoup moins cher. Un bouchon ça coûte je sais plus moins d'1 € je crois. Quand un gros plan, après en fonction du greffage ou du nombre de têtes, mais c'est généralement 3 €, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Donc voilà, tu divises ton prix par 3. Et là nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on le rempote. Tout de suite on le met dans des pots de 10, donc ça arrive en petit bouchon, on le met dans des pots de 10, comme ça on le fait croître chez nous. Et une fois qu'il est au stade, on le plante. Et ça va nous arriver, ça va nous mener à 19, 20 peut-être, allez, un petit 3 semaines après. Ça dépend dans quelles conditions on le met. Mais voilà, ça permet d'avoir un vrai écart entre 14 et 20. Du coup, ça fait 6 semaines d'écart de plantation. Et là, du coup, on a un vrai écart au niveau de la première récolte. Ensuite, sur le paillage. Alors, paillage, comme vous avez vu, nous, on fonctionne principalement avec de la toile tissée. Donc, toile tissée, très gros avantage, c'est que c'est réutilisable. Donc, déjà, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, non, c'est pas vraiment le coût qui est le plus important, parce que de la toile, du paillage plastique, ça coûte pas cher non plus, je viens de dire. Mais la toile tissée, c'est réutilisable. Les trous de plantation sont déjà faits. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça couvre la totalité de la surface de la serre.
Parce que le problème, c'est qu'en paillage plastique, on fait les bandes, mais entre les passe-pieds, il faut aussi mettre quelque chose. Donc que ce soit des matières végétales, des copeaux, des machins, ou alors remettre de la toile tissée au milieu pour les passe-pieds pour pas que ça s'enherbe. Parce que sinon, voilà, c'est. Bah, je le vois, il y a beaucoup de cultures, il y a que les tomates qu'on fait en toile tissée, mais le reste, bah, faut gérer l'enherbement sur les passe-pieds. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant. Et bah voilà, et surtout la pose du paillage, tu déroules ta toile sur toute la surface de la serre et t'es tranquille, quoi. Tu mets quelques agrafes et puis t'as fini, quoi. Tu peux planter. Sinon, le paillage plastique, ça a d'autres avantages, mais le premier des inconvénients, bah, c'est la pose. C'est long, fastidieux, il faut gérer les passe-pieds, comme je l'ai dit. Et après, les trous de plantation, il faut aussi les refaire. Et par contre, ça a le gros avantage au niveau thermique. Excusez-moi. Donc du coup, voilà, le paillage plastique, ça a le gros avantage thermique. C'est-à-dire que le plastique noir, ça attire fort la chaleur. Et donc du coup, ça a le potentiel la capacité de réchauffer plus rapidement le sol qu'une toile tissée qui, pour le coup, ne réchauffe pas du tout le sol. La toile, ça n'apporte rien au niveau de température. Donc c'est clair que je m'étais dit pendant un long moment, je vais passer en paillage plastique quoi qu'il en coûte, avec les problèmes de logistique, on va dire, ça me permettra peut-être de gagner quand même quelques jours. On peut aller jusqu'à 5, 6, 7 jours de précocité en plus grâce à ça. Bien sûr, en fonction des conditions. Il faut du rayonnement. S'il n'y a pas de rayonnement, ça ne réchauffe pas. Mais dès qu'il y a du rayonnement, ça capte vraiment beaucoup plus vite et on voit le plastique est brûlant des fois, donc vraiment ça permet de gagner au démarrage. Mais au final, j'ai quand même décidé de rester sur le paillage en toile tissée pour des raisons, toujours pareil, de simplification, parce que je vois déjà toutes les emmerdes que je vais avoir avec le paillage plastique. Même si c'est vrai aussi inconvénient, c'est qu'il faut nous les lave. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Je vais peut-être trouver une solution un peu plus facile pour nettoyer les toiles tissées. Mais voilà, c'est quand même pour moi un vrai confort cette toile tissée. Tu poses, t'enlèves et t'as fini et tout est nickel toute l'année, quoi. Donc franchement, rien que pour ça, je vais rester en paillage en toile tissée. Au niveau de la fumure, donc la tomate, tomate cerise, ce sont des plantes qui sont hyper gourmandes. Et donc c'est pour ça que sur ces espèces-là, moi je me permets de faire des apports de compost de fumier de volaille avant la plantation. Donc c'est du compost, mais ça reste quand même très riche avec une minéralisation qui est assez rapide, surtout sous serre et surtout sur des conditions estivales comme ça où il va faire chaud et humide. Donc clairement le compost il est bien valorisé et on en met quand même une bonne quantité, hein, parce que ça dose peut-être entre 25 et 30 d'azote à la tonne. Et on en met vite, parce que c'est difficile, 10 tonnes c'est quand même pas grand chose, c'est difficile à mettre. On en met vite 15-20 tonnes. Donc autant dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc généralement, moi je me contentais de ça. Après, l'année dernière, il y a un technicien qui était passé, qui m'avait dit que je perdais un peu enfin, il imaginait que je perdais un peu à pas faire de fertilisation minérale. Franchement, ça a toujours été, on a toujours craché en tomate tout l'été, tous les ans, ça a toujours été comme ça. Pour moi, il n'y a pas trop de problème et on n'a jamais eu de manque de production à cause de la fumure. Enfin, de ce que je pense, après c'est difficile, c'est vraiment c'est subjectif, hein, c'est ce qu'on perçoit. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas grand chose à gagner quand on met une bonne dose de compost, un truc bien complet, avant la plantation. En ce qui concerne les maladies, alors on a, comme vous l'avez vu, eu un gros problème cette année de cladosporiose, gros problème entre guillemets, que je minore parce que ça reste une maladie de feuillage qui n'atteint pas les fruits, qui n'atteint pas trop la productivité, si ce n'est peut-être
qui va faire mourir les plants un peu plus tôt, donc on va perdre un peu en production tardive. Mais sinon, voilà, c'est pas une maladie très grave et surtout la lutte est très compliquée sur cette maladie. Donc, à part la ventilation et le séchage, je vois pas autre chose. Et puis cette année, c'est clair que voilà, on n'a pas eu beaucoup de soleil, beaucoup d'humidité. Donc, et bien heureusement, finalement, on n'a pas été fort embêté avec le mildiou. Ça aurait pu, une année comme ça, on aurait pu être fort embêté avec le mildiou. Finalement, j'en ai pas eu du tout, vraiment que de la cladosporiose. Donc au final, voilà, c'est pas si grave que ça. Mais clairement, la clé en tomate, ça reste l'aération. Nous, on met une température de consigne à 15 degrés pour l'aération. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 15 degrés, les ouvrants latéraux s'ouvrent pour permettre d'aérer. Alors, on a toujours envie de monter un peu la température de consigne pour que ça réchauffe un peu plus et pour gagner un peu en précocité. Mais je pense que le bon compromis, c'est 15. Parce qu'après, voilà, si on met plus haut, ça veut dire que ça s'ouvre plus tard avec de la condensation. Et ça, c'est pas bon du tout. Condensation, ça, c'est pas bon du tout pour les maladies. Donc, clairement, température de consigne à 15. Après, vous me direz, vous, ce que vous faites dans vos serres. Peut-être qu'on peut monter un petit peu. Mais moi, je trouve que c'est un bon compromis. Ensuite, en ce qui concerne le palissage et le tutorage. Alors, comme vous l'avez vu, nous on fait le palissage avec Enfin, le palissage. Pas vraiment palissage, hein, c'est vraiment que du tutorage. On tuteur avec une ficelle. Une ficelle cette année qui était en biodégradable. Donc j'ai quelques doutes à ce niveau-là, j'avais peur qu'elle casse. Parce que c'est vrai que on avait déjà eu problème par le passé, quand mes parents avaient essayé ça. Enfin, je ne l'avais pas vécu moi, mais du coup, j'avais quand même envie d'essayer pour les avantages que j'avais expliqués au niveau du débarrassage. Et clairement, la ficelle biodégradable, pour moi, j'en suis très content parce qu'on a quasiment pas eu de casse. Des fois au début, parce qu'en fait, j'avais des ficelles qui étaient restées par terre pendant l'arrosage par aspersion, parce qu'au début, après la plantation, je fais un arrosage par aspersion, toujours le premier. Et celles-là, elles s'étaient vite dégradées du coup à cause de l'humidité. Mais si on les accroche tout de suite et qu'elles sont en l'air, en fait, elles se dégradent pas. Et franchement, ça s'est super bien passé dès qu'il n'y a pas trop d'humidité en fait. Et donc, je vais rester sur ce système-là. Je m'étais posé la question de passer, pourquoi pas, sur des rollers, avec, vous savez, les bobines de ficelle avec un crochet. Certes, c'est peut-être un peu plus pratique pour l'accrochage, pour le début. Après, honnêtement, j'y vois pas beaucoup d'avantages à ce système. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'arrive pas à savoir pourquoi c'est si démocratisé par rapport à la ficelle. C'est vrai il faut monter. Enfin, le problème de la ficelle, c'est qu'il faut monter au support de culture pour aller faire le nœud. Et l'avantage du roller aussi, c'est qu'avec la pousse de la tomate, on peut faire baisser le plan. Parce qu'on rallonge la ficelle, tandis que nous, la ficelle, elle a une longueur définie. Et après, c'est tout, quoi. Tu peux plus bouger. Mais dans le Nord, nous, sur une saison, en plantant en semaine 14, le plan, il va pas faire beaucoup plus que la taille de la serre. En fait, on n'aura pas besoin vraiment de rallonger la ficelle. Et surtout, nous, après, nous, souvent, on coupe la tête en fin de saison quand ça dépasse trop. Mais on a une période où on va plus faire des tonnes de production. Je veux dire, on est sur la fin. Donc, j'ai du mal à comprendre le vrai avantage, la vraie plus-value de ce système de roller. Donc, c'est pareil, vous me direz aussi ce que vous en pensez à ce niveau-là. Parce que moi, je sais pas, je vois pas. Je suis très content de mon système en ficelle et en ficelle biodégradable maintenant. Le gros avantage, c'est quand on a tout nettoyé, c'était super quoi. Parce que là, tu enlèves les ficelles et puis t'as terminé quoi. Tu décroches, tu enlèves ton nœud, tu t'arraches ton pied et puis tu fous tout sur le fumier et ça se dégrade super bien. Donc voilà. Donc, moi, pour la ficelle biodégradable, je prends de la Sisal, c'est de la ficelle marron comme ça. Après, je pense que tous les ficelles biodégradables, il y a de la ficelle biodégradable blanche aussi. D'ailleurs, ils en utilisent dans les rollers. Dans les rollers, ils utilisent des fois tu peux acheter des rollers en ficelle biodégradable. Mais là, c'est la ficelle très fine et j'avoue que ça me ferait peut-être un peu peur.
Alors ensuite les feuillages, donc ça c'est un sujet à chaque fois qui fait couler de l'encre sur tous les réseaux de maraîchers parce que quand est-ce qu'il faut le faire, comment il faut le faire, jusqu'à quel stade. Moi personnellement, je pense que l'effeuillage est très important au début parce qu'il va permettre de gagner en précocité, va permettre de concentrer l'énergie vers les fruits, les premiers fruits surtout. Donc il est capital au début. Il est ensuite important en cours de culture pour la raison suivante, on va toujours continuer sur la productivité, mais surtout après pour l'aspect sanitaire, parce que les effeuillés, ça va permettre d'aérer, et donc du coup d'avoir quand même une méthode de lutte contre les maladies, puisqu'au plus il y a de l'air, au moins il y a de maladies, ça c'est clair et net. Et des fois les maladies qu'on a eues sur les premières feuilles, et ben ça les empêche du coup, s'il y a plus de feuilles, de monter sur les feuilles, sur les nouvelles feuilles qui doivent alimenter les futurs bouquets de tomates. Donc voilà, ça change un peu d'importance et clairement à la fin, c'est plus la peine d'effeuiller. Pour moi, à un certain stade, faut plus trop s'embêter, c'est sûr. Après, ça devient vite la jungle, mais pour moi, à partir de septembre, on fait plus grand chose en effeuillage dans les serres. Ça pousse vite, c'est sûr, mais voilà, on arrive sur la fin de saison, les jours ils raccourcissent, les gens consomment un peu moins de tomates, et généralement, en plus nous on a les deux serres qui produisent en même temps, donc généralement là à ce moment-là, on fait plus trop, on va dire, ça dépendra aussi de la saison, ça dépendra des températures qu'on a, ça dépendra de la qualité des plants au niveau sanitaire. Si on voit là cette année par exemple, on avait quand même beaucoup de cladosporiose, donc on a fait un gros effeuillage assez tardif dans la deuxième partie, c'est qui devait encore produire pas mal, histoire de bien aérer et puis de gérer au mieux, de contenir au mieux la maladie. Mais c'est clair que voilà, les feuillages pour moi c'est capital au début, ça l'est beaucoup moins à la fin. J'ai oublié de parler aussi des clips. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on enroule le pied de tomate autour de la ficelle. Donc l'idéal forcément c'est d'y aller très régulièrement parce que sinon la tête elle peut partir un peu comme ça, elle se durcit et du coup si on veut la faire repasser autour de la ficelle c'est beaucoup plus difficile et il faut faire gaffe de ne pas la casser surtout parce qu'après là c'est fini. Et donc des fois on est obligé, soit si on a un peu de retard ou si vraiment la pousse elle est vraiment forte, de mettre un petit clips. Donc généralement c'est entre 2 et 3 max par saison par pied. Et donc là on était sur des clips en plastique qu'on doit du coup à la fin de saison enlever, donc couper ou déclipser quoi. Et donc ça c'est vraiment assez fastidieux. Donc prochaine étape pour faciliter le débarrassage, c'est qu'on va passer en clips biodégradables. J'ai commandé ça pour cette année. Comme ça on pourra les mettre avec aussi sur le fumier et ça devrait se décomposer assez facilement. Et voilà, on en a fini pour les tomates. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On passe directement au concombre. Allez, on change de décor pour la suite du sujet où je vais regrouper du coup concombre, aubergine et poivrons. Donc pour la date de plantation, donc on achète les plants, on ne fait pas nos plants nous-mêmes, c'est pareil, pour les mêmes raisons. Date de plantation en semaine 17. Pour ici, c'est vraiment le meilleur compromis parce que c'est encore plus fragile que des tomates d'un point de vue température. Je pense que ça n'a même pas besoin de geler. Dès qu'on descend sous des 5 degrés, ça peut vraiment faire de la casse. Donc il faut s'assurer d'être dans une période où voilà, on ne va pas descendre trop bas dans les tunnels qui ne sont pas chauffés. Donc semaine 17 pour moi c'est le bon compromis. D'ailleurs souvent ceux qui essayent de mettre du concombre un peu plus tôt, il y a quand même pas mal d'écueils et des fois des gens qui perdent leur production et du coup qui doivent replanter un peu plus tard. Donc en tout cas pour notre secteur, pas avant semaine 17. Pour la variété de concombre, on est sur Monarca. Non, Monarca c'est les aubergines, qu'est-ce que je dis, les concombres c'est Verdon. Donc après j'ai pas trop de... Nous on prend toujours la même. J'ai pas trop d'idées sur les différences variétales. Puisque franchement moi je change pas étant donné que ça se passe très bien. Elle est très productive.
D'ailleurs le concombre c'est assez impressionnant, je trouve que même encore plus que la courgette, c'est ce qui pousse vraiment le plus vite, qui a la plus grande productivité au mètre carré. Donc ça c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant. Et cette variété là, Verdon, bah voilà, rien à dire là-dessus. Après vous me direz dans les commentaires si vous faites d'autres variétés, s'il y a des qualités, des caractéristiques qui sont intéressantes sur vos variétés, en termes de rendement, en termes sanitaires, etc. Donc pour le tutorage, on utilise pareil une ficelle. Bon, cette année j'avais utilisé en ficelle synthétique, je sais pas pourquoi, mais l'année prochaine du coup je vais passer en ficelle biodégradable comme pour les tomates. Ça se passe toujours très bien. Pour ce qui est de l'effeuillage et gourmandage, etc., c'est comme les tomates, c'est important au début pour concentrer l'énergie sur les fruits. Et puis après aussi, c'est aussi important pour l'aspect sanitaire, pareil, parce qu'il y a deux principaux problèmes qu'on peut rencontrer avec le concombre. Ça va être au niveau fongique, ça va être l'oïdium, donc qui est vraiment la conséquence de conditions humides, etc. Donc un manque de séchage sur les feuilles. Donc comme on a eu un peu cette année, mais finalement au niveau oïdium, j'ai pas été trop embêté. Et la deuxième grosse problématique, où j'ai déjà été fort embêté par le passé, mais là j'essaie de faire vraiment attention, c'est les acariens. Et les acariens, en fait, ils arrivent surtout dans des conditions chaudes, quand on a plus de 30 degrés. C'est à partir de là, enfin c'est à ce moment-là qu'il y a le pic d'activité, le pic de reproduction, etc. Donc dès qu'on arrive sur des jours assez chauds, et que beaucoup d'ensoleillement, et que les serres elles sont bien chaudes, faut vraiment faire hyper gaffe aux acariens, parce que ça a une croissance vraiment exponentielle et ça peut tout ratiboiser, clairement. C'est une petite bête qu'on voit à peine, hein, c'est la taille d'une tête d'épingle. Donc il faut vraiment regarder, même des fois à la loupe, parce que quand il n'y en a pas beaucoup, on les voit pas bien. Quand il y en a beaucoup, forcément on les voit, et surtout on voit les toiles. C'est dans les petits acariens, ils font des petites toiles d'araignée comme ça, mini toiles, et ça fait un petit feutrage blanc. Et donc là, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais bon, elles sont déjà bien actives, quoi. Donc il faut vraiment prendre les choses en main dès le départ. Et c'est vrai qu'un des leviers, c'est quand même d'effeuiller, parce que c'est sur les vieilles feuilles qu'elles sont en premier, forcément. Donc quand on effeuille, et surtout il faut sortir les feuilles de la serre pour bien, ce qu'on fait pas toujours. Mais bon, déjà de nettoyer, c'est déjà pas mal. Et après, une deuxième méthode que je pratique pas encore bien, parce que j'avoue que j'ai un peu peur au niveau fongique, c'est l'aspersion. C'est des aspersions qu'on fait du coup en pleine journée, justement pour que ça sèche rapidement, qu'il n'y ait pas de problème au niveau fongique. Qu'on fait pendant des durées déterminées je sais pas, de 5 à 10 minutes par exemple. Et en fait, l'aspersion, ça a le pouvoir de lessiver un peu ces acariens, parce qu'ils détestent ça. Et si on le fait régulièrement, une petite aspersion, ça fait peut-être 2-3 par jour dans les jours chauds, forcément, parce que c'est vraiment important que ça sèche, sinon bonjour les maladies, bonjour l'oïdium. Mais il paraît que ça marche plutôt bien, donc c'est un truc que j'aimerais bien approfondir. Et vous me direz pareil en commentaire si vous pratiquez cette technique-là je sais plus comment ils appellent ça, le bassinage, je crois, c'est ça, c'est du bassinage. C'est l'effet de tremper la plante, mais pendant peu de temps, mais fréquemment, pour limiter ces problèmes d'acariens. Donc, je disais, le concombre, c'est une plante qui est très productive. Et en effet, sur une saison, donc en serre froide, elle peut quand même faire un aller-retour au niveau de la barre de culture. Donc, par exemple, là, vous avez la barre de culture au-dessus de moi. Elle monte jusqu'en haut, et ensuite on la fait redescendre de l'autre côté. Donc voilà, ça fait un aller-retour. Et donc à chaque fois, tu as tout le long des fruits qui poussent. Donc forcément, ça peut faire des sacrés rendements par plant, que j'ai jamais vraiment calculé. Mais ouais, il y a vite du volume, donc j'en mets pas énormément des concombres, parce que c'est vrai qu'on en a toujours trop. Après, le truc, c'est toujours trouver le compromis, parce que le problème, c'est que en début de saison, les premiers, c'est ceux qui sont les plus importants, parce que c'est la nouveauté, donc il en faut beaucoup. Et le problème, c'est quand on met beaucoup, alors c'est bien, t'as ce qu'il faut au début, sauf qu'après en pleine saison, quand il fait vraiment chaud, là ça envoie vraiment du rendement, et on sait plus quoi en faire.
Donc, mais bon, voilà, faut trouver un compromis, il faut accepter d'en perdre après en pleine saison, ou alors trouver un marché peut-être à un prix inférieur, tant pis, mais quitte à en avoir un peu plus au début quand là c'est important, quoi. Donc j'ai parlé maladie, après pucerons aussi, bon ça c'est valable pour toutes les espèces sous serre, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire gaffe, un puceron sous serre, parce que puceron on voit rien. Par contre ça pompe l'énergie de la plante, et puis ça peut ramener des virus qui font que la plante est chétive et puis va pas donner son potentiel, et ça pour toute l'année c'est difficile de rattraper les dégâts de pucerons quand c'est assez conséquent. Et ben je pense qu'on en a fini pour les concombres. Je ferai un point fumure après pour les trois. Mais enfin grosso modo pour la fumure en fait sur les trois espèces, que ce soit aubergine, poivron, concombre, on est du même acabit que les tomates. C'est-à-dire qu'il faut ça demande beaucoup, ça rend beaucoup, donc forcément ça absorbe beaucoup, donc on est. Mais là c'est pareil, on travaille uniquement avec du compost de fumier de volaille, et ça se passe toujours bien comme ça avec une bonne dose. Normalement il y a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de la campagne. Allez, on enchaîne. Donc on continue avec les aubergines de variété Monarca pour le coup là. Là c'est pareil, très bonne variété, très productive, avec bon, des aubergines noires. On fait pas d'aubergines blanches, striées, etc. Je fais vraiment que de la noire, pour les mêmes raisons que la diversification sur tomates par exemple. D'ailleurs concombre, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on est que sur des variétés. Donc la Verdon c'est une variété lisse, on fait pas d'épineux. Donc c'est pareil, là je trouve que on n'a pas la vente pour ça. Les gens quand ils veulent un concombre, c'est plutôt un concombre lisse. Donc voilà. Donc aubergine Monarca. Donc là la grosse question à chaque fois en aubergine, parce que c'est une culture qui est quand même assez simple. Pour le coup on fait pas d'effeuillage. Donc que ce soit en aubergine comme en poivron, on fait jamais d'effeuillage parce que ça n'a aucun intérêt technico-économique. Technique oui certainement, mais technico-économique non. C'est-à-dire que le temps passé à le faire, le gain technique ne va pas compenser le coût des feuillages. Donc on peut le faire pour se faire plaisir, pour que ça fasse beau, c'est sûr. Il y a des gens, ils font des super parcs d'aubergines et de poivrons, c'est nickel chrome effeuillé, tout palissé comme il faut. C'est beau, mais par contre ça coûte cher et ça rapporte rien. Parce que franchement, de l'aubergine et du poivron non effeuillé, ça marche tout aussi bien. Peut-être une toute petite baisse de production, baisse de calibre, mais franchement c'est quand même des espèces qui sont assez productives, et même sans effeuillage ça marche très bien. Donc je vous déconseille clairement de passer du temps là-dessus, ça ne sert pour moi strictement à rien. Par contre le palissage est quand même assez important, mais là comme j'explique, l'objectif c'est d'avoir un palissage qui coûte le moins cher possible, qui soit le plus rapide à mettre en place, plus rapide à aussi enlever. C'est pareil, on investit toujours en fonction de la rentabilité de la production et en fonction de ses besoins et de sa capacité à faire son rendement avec le minimum de soins. Alors du coup pour la méthode de palissage, comme vous l'avez vu, on plante 2 piquets en métal de chaque côté de la bande. On fait ça 4 fois le long de la bande, donc ça fait 8 piquets au total sur la bande. Et ensuite on vient passer un fil Deltex. Ça, le fil Deltex, clairement c'est un truc que vous devez tout savoir chez vous, parce que c'est souple, c'est rigide, enfin c'est souple mais c'est solide, pardon. Et donc ça marche bien. Donc en fait on fait des S comme ça entre les piquets, ce qui fait que au milieu ça se serre, les fils ils se serrent. On peut faire 1 ou 2 étages en fonction du développement de la plante. On peut en plus en réajuster la hauteur. On serre tout bien, et comme ça les plants ils sont serrés automatiquement entre les fils Deltex. Alors c'est pas une solution, je pense que c'est pas la solution la plus techniquement abouti, parce qu'on a quand même des fois des chutes de plants, ou alors il faudrait vraiment bien ajuster les fils à chaque fois. Il y a des plants un peu qui tombent un peu à la renverse, ça n'en enlève pas la productivité, parce que c'est plutôt à la fin quand les plants sont vraiment lourds. Donc on pourrait faire mieux, mais par contre d'un point de vue technico-économique, pour moi c'est un super système. Ça va vite à mettre, donc ça coûte rien, et puis après ça va vite à enlever aussi surtout.
Alors je sais pas si on va continuer comme ça, on verra. Enfin, moi je trouve que c'est un bon système, mais on pourrait encore essayer autre chose, notamment pour les poivrons. Il y en a pas mal qui mettent des grilles au-dessus des plants de poivrons. Alors, donc ça va, donc pas pour les aubergines, mais plutôt pour les poivrons en effet. Qu'on appelle ça des fers des fers à béton là, des grilles pour des fers à béton. On peut les plier ou les mettre sur un support et d'avoir en fait des traîneaux de grilles qu'on met au-dessus de la ligne de plan. Et en fait, le poivron, du coup, il va se développer à travers la grille et les poivrons, les fruits qui vont grandir, en fait, ils vont venir se poser en fait sur la grille, ce qui fait qu'il y aura un maintien total de la plante et qu'après l'opérateur il pourra venir juste cueillir sur la grille les différents plants de poivrons. Alors ça, j'ai jamais essayé, j'en ai déjà vu qui le font. Enfin, je l'ai vu en début de croissance, mais pas au moment de la cueillette. Donc vous me direz, c'est pareil si vous faites cette technique là, mais c'est vrai que c'est pourquoi pas un système à essayer. Enfin, du moins on va l'essayer cette année, ça c'est sûr, en plus de notre système actuel. Du coup, aubergine, pareil, niveau ravageur, là c'est surtout acarien, puceron surtout au début, c'est très très sensible. Et acariens aussi, hein. Là c'est terrible, j'ai déjà eu des parcs ravagés par les acariens. Vous voyez, quand c'est tout feutré de toile d'araignée, parce qu'à un moment donné, bon, on regarde beaucoup au début, on fait attention, à un moment donné on voit que ça produit fort, donc du coup on s'en occupe plus trop, on va plus trop voir, et là on se prend des attaques de folie, et c'est ça qui va, et donc ça va gêner la production tardive. Donc sur la fin de saison, c'est là on aura du mal à avoir des belles aubergines à cause de ça. Donc voilà, vraiment faire gaffe à ces acariens qui sont la risée de nos serres, en tout cas, du moins pour les poivrons, enfin pour les aubergines, concombres et aussi haricots à rame, ça j'en avais parlé, c'est quand même assez costaud. Et donc je vais finir par les poivrons. Alors pour les poivrons, déjà pour le choix variétal, alors nous notre intérêt toujours c'est d'essayer d'avoir de la couleur avec les poivrons. Ça c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des poivrons jaunes et poivrons rouges, mais il faut dire que franchement c'est très 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 compliqué par chez nous. Ça dépend des années. Étonnamment cette année on en a eu quand même un peu de couleur malgré les conditions assez fraîches avec peu d'ensoleillement. Il y a des années plus chaudes où on a du mal à avoir de la couleur. Donc on part toujours sur une variété, donc là d'abord la Palombo, c'est une variété de poivron vert qui devient rouge, et une variété de poivron jaune, donc c'est des poivrons verts qui deviennent jaunes, c'est les Twingo. Donc comme ça on a les trois couleurs, on a du vert, ça on l'a toujours en fait parce que c'est le stade le plus précoce. C'est mûr, mais enfin, c'est comestible en vert, mais après ça peut encore mûrir et puis changer de couleur. Mais c'est ce stade-là c'est cette étape-là qui est vraiment compliquée par chez nous. Et surtout le problème, c'est que bon, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a été cette année, parce qu'en fait dans des années, donc en fait cette année comme il y avait peu de rayonnement. On les a fait attendre, on récoltait ce qu'on avait besoin, mais puis il y avait des poivrons qu'on laissait attendre sur le pied pour essayer de les faire mûrir pour qu'ils changent de couleur. Et les années précédentes, c'est vrai, quand on a des étés un peu plus ensoleillés, un peu plus chauds, et le problème qui peut se passer en laissant attendre un poivron vert qui est mûr, en fait, c'est qu'il peut des fois brûler. Il y a des petites traces de brûlure qui font que, certes, il va changer de couleur, mais avec une brûlure, donc il est plus vendable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des producteurs, je pense que les gros producteurs de poivrons blanchissent les serres pour justement limiter le rayonnement et qu'il y ait moins de... Je pense que c'est les coups de soleil en fait, c'est comme c'est trop exposé au soleil directement avec la serre, et ça fait des brûlures. Alors, je pense que c'est ça, après vous me direz si vous pensez autrement, mais... Et du coup, il y en a qui blanchissent les serres ou qui mettent des voiles d'ombrage carrément pour pouvoir faire patienter les poivrons et pour les faire mûrir. Mais de toute manière, par chez nous, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Donc du coup, changement de stratégie. Déjà, ce qu'on faisait, donc on avait ces deux poivrons là, Twingo, Palombo, jaune et rouge. Et on avait aussi une variété de mélange snacking, c'est des mini poivrons en fait.
des mini poivrons, mais qui ont la faculté d'être beaucoup plus facilement colorés. Ils sont très vite colorés en fait, c'est des tout petits des mini poivrons tout simplement. Et on met des caisses de mélange, c'est-à-dire que dans les caisses il y a plusieurs espèces, des espèces de rouge, des espèces de jaune, de vert. Et donc après quand on fait notre cueillette, c'est pareil, on cueille pas à la couleur, on cueille tout en même temps. Et comme ça nous fait notre mélange et puis on vend ça en vrac. D'ailleurs je pense que l'année prochaine on fera des petites barquettes aussi, parce que ça on l'a jamais fait. Mais des petites barquettes de mélange mini poivrons, ça c'est bien aussi. Du coup, ce que j'ai vu avec le fournisseur de plants, avec Brillant, c'est que pour l'année prochaine, on va changer de stratégie. Enfin, je vais garder la même base, mais en plus, je vais rajouter des poivrons allongés. Alors, j'ai plus les variétés, mais en jaune et en rouge aussi. Et ceux-là, c'est des variétés qui ont la faculté de colorer beaucoup plus vite. Et apparemment, il n'y a pas de problème du tout, comme avec les poivrons classiques, pour avoir, enfin les poivrons carrés, pour avoir de la couleur. Donc on va passer là-dessus. C'est un peu des poivrons qui ressemblent à c'est des gros piments en fait, ça ressemble à des gros piments. Et ça permet d'avoir de la couleur rapidement. Et donc ça sera un vrai atout pour colorer l'étal. Et dernière chose pour conclure, j'ai pas parlé des densités de plantation. Alors, en concombre, on plante tous les 60 cm. Alors, c'est peut-être un peu long, un peu fort écarté. Je sais qu'il y en a qui plantent à 50, voire peut-être moins. Mais l'idée pour moi, c'est en espaçant plus, pour l'instant, comme j'ai la place, je me le permets, c'est de limiter la propagation des acariens. Parce qu'en fait, quand on a les plants qui se touchent fortement, les acariens vont plus facilement aller de plan en plan. Et d'ailleurs j'ai déjà vécu l'expérience d'avoir un plan qui était fortement attaqué, et grâce à cet espacement, comme il se touchait pas, et ben il y avait que ce plan là qui était fort attaqué et ça n'avait pas été sur l'autre plan. Donc je pense que l'espacement c'est un moyen de lutte aussi contre un moyen de limiter la propagation des acariens. Donc 60 cm en concombre, pour l'instant je reste là-dessus. En poivron, je serre beaucoup plus, mais apparemment je serre pas assez, de ce que j'ai discuté avec le vendeur de plants, puisque je mets tous les 40 cm en quinconce sur une bande. C'est-à-dire que je mets 40 sur la ligne, mais je mets deux lignes. Donc ça fait comme si je mettais tous les 20 cm sur une même ligne. Mais là tu es obligé de mettre en quinconce, parce que voilà, c'est plus petit, mais il faut mettre en quinconce. 20 cm, ça serait beaucoup trop court. Apparemment on peut descendre à 25 peut-être. Bon, je vais peut-être faire 33, on verra comment ça se passe au niveau du planning de serre et au niveau de l'espace que j'aurai. Mais voilà, c'était pas mal. Mais voilà, le vendeur de plants m'avait dit que justement ça avait un intérêt de bien serrer, d'avoir vraiment une grosse masse qui tienne bien ensemble. Ça avait un intérêt pour le poivron, et c'était pas au détriment du rendement. Enfin, du rendement par pied en tout cas. Pour l'aubergine, c'est pareil que les concombres, j'ai mis 60 aussi. Là par contre, en fait le concombre, lui, il se développe en hauteur, donc c'est assez, ça prend pas beaucoup d'envergure au niveau largeur. Par contre l'aubergine, elle va pas monter très haut, mais elle va pousser très large. Donc à 60 pour moi c'était vraiment bien, parce que on avait quand même une grosse masse sur toute la longueur. Donc je pense que je rapprocherai pas. Vraiment 50 pour moi c'est le 50 minimum quoi. Et pour la tomate, j'en ai pas parlé je crois au niveau densité, mais on est grosso modo sur la première serre à un plant par mètre carré, mais en double tête. Donc ça fait qu'on a deux têtes par mètre carré sur toute la serre en fait. Et à l'inverse, sur la deuxième serre, on est à un plan par mètre carré aussi, sauf que là on est en une tête, donc on divise par deux la densité. Mais donc on a toujours fait ça. C'est vrai qu'on pourrait optimiser un peu plus l'espace, mais justement ça me laisse une cartouche le jour où on a des marchés en plus à satisfaire. Je pourrais passer le deuxième lot en double tête, et donc du coup multiplier la productivité par deux, puisque comme je l'avais dit, un plan de tête produit 2 fois plus qu'un plan une tête. Donc là j'optimise pas du tout l'espace. Mais vous pourrez me dire aussi, tu pourrais mettre la moitié de la serre et faire autre chose à côté. Mais comme j'ai toujours dit, en tomate, moi je veux des serres complètes pour pouvoir gérer l'environnement, etc. Pas avoir de problème à cause des espèces à côté. Donc pour l'instant je reste comme ça.
et le jour où on doit augmenter, je passe en double tête sur la deuxième serre. Et c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura été instructif. Donc surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos petits conseils, je les prends avec plaisir. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 7, qui sera, je pense bien, la dernière vidéo des bilans de culture. Enfin, allez, à la prochaine, à nos stocker.